Voilà, bonjour à tous. Je suis ravi et honoré d'animer cette table ronde dont le sujet est l'offre assurantielle doit continuer à s'adapter aux exigences du marché. Que nous réserve-t-elle pour 2023 ? Et pour ça, évidemment, j'ai le plaisir d'accueillir déjà ceux qui ont bravé le froid et les grèves. Et je suis désolé pour ceux qui n'ont pu le faire et qui auraient dû être là. Mais nous avons 3 intervenants de renom. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le thème de l'assurance, nous avons un assureur, Olivier Samin. Il en reste un, c'est lui, il est là. Olivier Samin, directeur du développement et du marketing chez AGEAS. Il nous a fait un retour très attendu cette année et il va nous raconter un petit peu tout ça. Pour l'accompagner et pour avoir une vision un petit peu diversifiée, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Pinon, qui est président d'honneur de l'AFG et qui va nous faire le lien entre les sociétés de gestion et l'offre assurantielle. Et enfin, on ne le présente plus, notre éminent président de l'association Actiolis Associés, mais également CGP et président de Valeur et Finance, Henri Masdeval. Alors, face à la politique d'intérêt négatif de la Banque centrale européenne ces dernières années, entraînant une baisse induite du rendement des fonds euros, les compagnies d'assurance ont dû s'adapter, innover et proposer des solutions alternatives cohérentes. Développement des produits immobiliers, SCPI, SCI, OPCI, des produits structurés, de fonds plus thématiques, introduction du private equity, de titres vifs, d'ETF et de produits atypiques. Mais l'inflation galopante et la remontée des taux rebattent à nouveau les cartes et demandent de nouvelles solutions pour essayer de limiter l'écart de rendement entre inflation et fonds euros. Quelles pourraient donc être les solutions proposées en 2023 par les assureurs ? Dans un contexte économique qui s'annonce turbulent en 2023, l'offre assurantielle saura-t-elle faire face et le fonds euro restera-t-il une valeur refuge, stable et rassurante ? On va faire 2 parties. On va faire une première partie quand même sur le fonds euro parce que c'est un élément essentiel de l'assurance vie. Et on fera une deuxième partie qui sera plus axée sur l'offre différenciante et qui peut apporter des solutions face à la baisse du fonds euro. Donc le fonds euro, seul actif au capital garanti dans un contrat d'assurance vie, qui représente encore entre 80 et 85% de l'encours global, d'environ 1 850 milliards d'euros, doit faire face à la remontée des taux d'intérêt des actifs sans risque, livret A, LDD, LEP. Alors même que l'inflation s'envole pour atteindre sur un an glissant près de 6,5% en zone euro et 5% en France, entraînant une forte érosion monétaire pour les détenteurs de fonds euros, les assureurs, pour la première fois depuis longtemps, n'ont pas hésité cette année à prélever dans la réserve bénéficiaire du fonds euro pour améliorer le rendement de celui-ci et la mener proche de celui du livret A. Alors, que proposez-vous à nos clients comme solution aux produits alternatifs sans dénaturer leur profil de risque et de gestion ? Comment les inciter à diversifier leurs investissements pour que leur épargne ne connaisse pas d'érosion monétaire et leur apporte un rendement convenable ? Voilà la thématique de cette table ronde. Mais avant, je vais quand même vous laisser en 2 mots et surtout à Olivier se présenter et parler de sa compagnie d'assurance qui est également une plateforme, AGEAS. Donc je te donne la parole, Olivier. Merci Régis. Donc bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je vous présente mes bons voeux pour cette nouvelle année 2023 qui s'annonce, donc j'ai entendu, chahutée, je ne sais pas, en tout cas avec plein de nouvelles et d'évolutions. Donc, vous me connaissez, mais peut-être pour rappel, donc moi je m'occupe effectivement depuis maintenant 1 an, à la suite de quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Thierry Scheur, j'ai repris la direction du développement et du marketing d'AGEAS France.
Parmi les nouveautés, ou pas les nouveautés, pardonnez-moi, je cherche mes mots, mais les sujets évoqués dans cette table ronde, le sujet est extrêmement vaste et il en est un premier concernant AGEAS. J'aborde tout de suite la question parce qu'elle m'a été posée lors des discussions à droite et à gauche. Lors des différentes rencontres, nous sommes chez AGEAS en phase de changement d'actionnariat. Ça ne nous a pas échappé. Donc ça, c'est pour nous plutôt une bonne nouvelle qu'on appréhende de manière très positive au motif d'envisager un nouvel actionnariat beaucoup plus orienté que celui actuellement, à savoir le groupe AGEAS, sur le développement de votre métier, donc de la compagnie d'assurance AGEAS France sur votre métier, c'est-à-dire auprès des structures qui exercent le métier de conseil en gestion de patrimoine. Donc ça, c'est un premier point. Donc non, je n'ai pas le droit de vous en parler, mais je vous le dis, je vous confirme, effectivement, nous sommes en phase de réflexion pour changer d'actionnariat. C'est pas quelque chose d'original dans votre marché, parce que c'est un marché qui, depuis quelques années, anime beaucoup et attise beaucoup d'appétence et d'appétit, parce que voilà, vous exercez un métier qui est un métier en pleine croissance, en pleine évolution. Alors après, selon c'est d'actualité, selon la police ou les organisateurs, on parle d'une part de marché que vous occupez entre 15 et 20% des flux de collecte d'épargne, et sur les stocks autour de 8%. Je ne sais pas, Président, si vous pouvez ajuster ça. Bon, mais c'est pour replacer ça dans son contexte. Maintenant, revenons à notre table ronde et à notre sujet. Il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Je n'ai pas de réponse, précise à donner à la question que proposons-nous, pour anticiper lié à la hausse de l'inflation, la hausse des taux, l'évolution des performances du fonds en euros. Olivier, avant d'aborder les solutions, est-ce qu'on peut juste faire un petit rétro-planning de 2022 par rapport à AGEAS? Et toi, comme toi, tu as une connaissance assez vaste du marché de l'assurance et que tu es le seul assureur ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rendements du fonds euro 2022 et surtout de cette contradiction qui est importante et qu'il faut expliquer? On a subi un krach obligataire. Le fonds euro est composé 80-85% d'obligations. D'obligations, absolument. Voilà. Il y a un an, on disait tous la même chose, il va continuer à baisser parce que les taux sont très faibles, voire encore négatifs, et puis patatras, les taux remontent, etc. Donc les assureurs, les taux remontants ont vu baisser la valeur de leur actif général, normalement, en tout cas de leurs obligations. Donc on aurait pu s'attendre à un rendement du fonds euro pratiquement nul, puisqu'on ne peut pas être en négatif. Et l'inverse s'est produit, personne ne l'attendait. Les fonds euros, ce qui est une bonne nouvelle, ont tapé dans les réserves bénéficiaires. Encore fallait-il en avoir. Donc ça peut être intéressant aussi si tu as une connaissance sur les différentes compagnies pour savoir quels sont ceux les mieux dotés en réserves bénéficiaires, pour remonter donc le rendement net servi autour de 2%. Pourquoi 2%? Parce que c'est le taux de rendement du livret A, du livret de développement durable. Et puis on pourra parler ensuite de ce qui va être remonté à 3%, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est un paradoxe entre les compagnies d'assurance qui probablement ont perdu de l'argent sur le fonds euro, avec la baisse des rendements du marché obligataire, qui en délivrent plus. Donc moi, ma question, c'est comment tu expliques cette contradiction? Et il va y avoir des écarts entre les assureurs, parce que entre ceux qui ont su mettre des réserves de côté et ceux qui n'ont pas su le faire. Alors je sais qu'on peut en parler, Affaire que vous connaissez tous a délivré un rendement de 2,01% net sur son fonds euro. Cardiff l'a annoncé, donc on peut le dire, un rendement de 2%. Merci Cardiff, puisqu'on est passé de 1,10 à là-bas. Un 10 à 2%. Et les autres vont continuer. Si tu as des scoops d'ailleurs à me donner, AGEAS, je ne sais pas. On a publié nos taux. Alors vas-y. On a augmenté de 50 centimes, pardonnez-moi.
c'est un lapsus révélateur, hein. Pas tout de suite quand même. J'anticipe. Et après, le taux servi dépend des frais de gestion appliqués sur le contrat, mais la fourchette, c'est de 2,10 à même 2,11, je crois, à 1,70. D'accord. Voilà, après, par rapport à ce que tu dis, Régis, je ne suis pas et je n'ai pas d'informations qui sont plutôt très confidentielles auprès de chaque compagnie d'assurance quant à leurs réserves, etc., sur leurs fonds en euros. Et ayant passé quelques temps auprès de 2 compagnies, une bleue, une rouge, je peux vous dire que c'est une information que les assureurs ne veulent jamais donner. Et même en interne, c'est toujours très difficile d'obtenir ces informations, ou alors il faut aller On lit quelquefois dans la presse quand même. Oui, mais est-ce que l'information est exacte? Oui, dans la presse s'alimente de ce qu'on veut bien aussi leur donner. Ouais. Après, peut-être que certains peuvent être plus affûtés, aller éplucher les états à 5 des compagnies d'assurance et peut-être d'aller... Mais c'est un travail difficile. Non, je pense que sur cette situation... tu dis pan ou patatras, ou je ne sais plus quel mot tu as utilisé, remontée des taux. La remontée des taux est une excellente nouvelle. Après, la mauvaise nouvelle, c'est quand ça se fait rapidement. Parce qu'effectivement, ça peut créer quelques difficultés. La difficulté, c'est de réussir à sanctuariser les provisions et les actifs présents. Parce que la remontée des taux, vous le savez tous, provoque la hausse des taux, crée une moins-value de votre obligation et inversement. Ce qui veut dire que virtuellement, à un moment donné, mais là je ne sais pas ce qui se passe dans les différents actifs en euros des compagnies, mais d'un point de vue théorique, si tous les clients voulaient sortir à un moment donné, on pourrait être en cessation de paiement, c'est-à-dire de ne pas pouvoir donner... et de payer tout le monde. Donc, comment dirais-je, l'enjeu des assureurs, c'est d'essayer avec vous, avec l'exercice de l'ensemble des acteurs de cette profession, d'essayer de temporiser ces stocks et d'éviter des rachats qui pourraient devenir, le cas échéant, massifs. Maintenant, il y a Sapin 2 qui peut intervenir, mais parce qu'on se retrouve avec des contrats qui vont rémunérer, enfin des fonds, des actifs en euros, pardonnez-moi, qui vont rémunérer du 2, là où on trouve sur le marché du 3. On a vu les structureurs précédemment, on est à 4, j'ai entendu. Il y a un coupon de 10 sur 10 ans, Crédit Mutuel, enfin bon, peu importe. Donc c'est vrai que la tentation est de se dire, je vais sortir de mon fonds en euros qui me rapporte 2, pour aller chercher plus de performance. Et je dirais que le paradoxe, c'est que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on pousse un petit peu nos clients à aller chercher du rendement, oui. Donc à sortir du fonds euro, parce que l'année dernière, pour la première fois depuis des années, le fonds euro a servi un taux inférieur à l'inflation. Alors cette année, je ne vous raconte même pas, mais déjà l'année dernière. Et puis, c'est pas de chance, parce qu'au moment où on arrive à les faire sortir, et les marchés actions, les marchés obligataires s'écroulent plus ou moins. Donc, quelle va être la tendance? Et moi, ma question, c'est, dans votre collecte donc 2022, comment elle a évolué dans la répartition fonds euro UC en début d'année et en fin d'année? Est-ce qu'il y a un retour? Comment tu vois les choses? Alors, justement, je voudrais réagir par rapport à ce que tu viens de dire, c'est important. C'est vrai que depuis plusieurs années, il y a même un assureur qui a dit, souvenez-vous, le fonds euro est mort. On s'est habitué culturellement, alors déjà vous, les professionnels, et vos clients, à vivre sans le fonds en euros, ou en tout cas en mettant le fonds en euros à sa juste position. C'est-à-dire que le fonds en euros n'est pas une finalité, mais le fonds en euros peut être un moyen ou un outil que l'on peut utiliser, c'est comme ça qu'on l'appréhende, et particulièrement d'ailleurs chez Ageas, je vais en dire un mot après, pour répondre à ton autre question, un outil, un moyen d'accès aux unités de compte. Parce qu'aujourd'hui, finalement, de donner le conseil à un client d'investir sur le fonds en euros comme étant une finalité, avant la hausse des taux et la reprise de l'inflation, et aujourd'hui, c'est un mauvais conseil. Avant, parce que ça rapportait pas grand-chose, et là, finalement, c'est la même chose parce que ça va continuer de rapporter, non pas grand-chose, mais en tout cas moins par rapport à ce qu'on peut trouver à côté. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans les allocations d'actifs que nous voyons passer, que vous réalisez auprès de vos clients, en flux entrant, en arbitrage même, la répartition globale, elle est en gros de 70% en unité de compte et 30% sur le fonds en euros.
Oui, mais ça, ce sont les CGP qui... Oui, c'est les CGP, Mais voilà, qui bossent bien. Qui bossent bien. Mais enfin, dans le bancaire, on n'a pas forcément le même ratio. Alors, justement, moi, je représente une compagnie qui ne travaille qu'avec des CGP. Donc, je suis relativement confortable sur cette problématique. Maintenant, c'est vrai que face à un réseau bancaire où c'est l'inverse, finalement, c'est peut-être que 30% d'unités de compte et le reste 70%. Oui, avec une collecte beaucoup plus importante. Avec des collectes colossales ou colossalement plus importantes, ces compagnies peuvent effectivement se retrouver en risque. Si le risque intervient, celui que j'évoquais, une sortie massive, parce que en fait elle est là, il y a Sapin 2 qui peut intervenir et bloquer les fonds en euros. Alors justement, je rebondis là-dessus. Les compagnies d'assurance, depuis 2-3 ans, voire plus, avaient limité l'accès aux fonds euros. Oui. Dernièrement, à 60%, généralement, voire 50%. Or, les cartes sont redistribuées avec l'augmentation des rendements obligataires. Et justement, peut-être pour éviter de vendre des obligations à perte, il y a une tendance, que tu vas me confirmer ou non, à la possibilité de réinvestir 100% sur le fonds euro. Absolument. Quel est l'intérêt des compagnies d'assurance ? C'est de collecter du fonds euro au cas des sorties et surtout d'aller le placer avec des rendements meilleurs et de faire remonter les rendements. Alors, est-ce que cette tendance, elle est générale, Olivier ? Oui, moi, honnêtement, elle est générale. C'est-à-dire que pendant pas mal d'années, alors je le voyais de l'extérieur et je l'ai vu pendant 1 an de l'intérieur, AGA, c'était une des rares ou une des dernières compagnies à ne pas donner de politique de souscription et d'accepter les souscriptions 100% euros. Pourquoi ? Parce que l'objectif était d'utiliser, comme je le disais précédemment, d'utiliser le fonds en euros comme outil, comme moyen d'accès aux unités de compte. Quand vous êtes face à un chef d'entreprise qui vient de vendre sa boîte, je rappelle que ce n'est pas une boîte en tant que telle qu'il vend. Il vend souvent 40 ans ou 50 ans de boulot. Donc, et c'est son patrimoine. Et donc, le faire investir en unité de compte, en fonction de la psychologie et l'environnement de marché, ça peut être un peu compliqué. Eh bien, là, d'investir 100% sur le fonds en euros comme passage, justement, en attendant le bon moment pour réinvestir progressivement, idéalement, c'est les arbitrages programmés, on ne se pose pas la question, vers les unités de compte, ça devient un moyen idéal pour accompagner le client dans sa psychologie d'investissement, qui parfois est toujours un peu compliquée. Petite parenthèse sur cette méthode, un assureur que je connais bien aux couleurs rouges, que je ne vais pas citer, qui a imposé effectivement à un moment donné 60%, voire même on est monté à 70% d'unités de compte sur les flux, pour éviter cette problématique, sans pouvoir utiliser le fonds en euros, on avait mis en place un système qui permettait d'investir sur un fonds monétaire pendant lequel le client était en équivalent réserve de cash pour investir sur les unités de compte. Mais l'inconvénient d'un fonds monétaire, quel qu'il soit, c'est que le capital n'est pas garanti, etc. C'est pas aussi bien qu'un fonds en euros qui est totalement liquide et disponible. Donc ça, c'est l'état des lieux. Maintenant, dans le contexte, oui, je confirme, pardon, je suis un peu long dans ma réponse, mais je confirme que les autres assureurs, on le voit sur le terrain, vous devez les rencontrer, nos amis de Cardiff qui sont là et qui devraient être avec moi ici, ont réouvert le fonds en euros parce que évidemment, quand je suis gérant d'un fonds en euros, j'ai envie d'avoir du cash et du new cash rentrant pour aller investir sur des taux, on est à plus de 3% sur 10 ans. Merci Olivier. Je vais te laisser te reposer un peu et je vais interroger Eric. Alors Eric, les compagnies d'assurance, avec la baisse de l'obligataire, elles n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Un des vecteurs de gain de la compagnie d'assurance, ce sont les rétrocessions sur les UC. Puisqu'il y a un partage avec nous, on en prend un peu plus, mais bon, on travaille un peu plus aussi. Mais, et là, revient le sempiternel refrain, on veut bloquer les rétrocessions sur les OPCVM. Et toi, en tant que président de l'AFG, alors tu sais que les conséquences, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, seraient assez dramatiques, parce que ça représente quand même entre 40 et 60% du chiffre d'affaires de nos cabinets. Les assureurs en ont besoin, plus que jamais. Et les sociétés de gestion, ça nous inciterait peut-être à prendre moins de risques.
et donc ce serait compliqué. Donc ma question est, qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que, comme d'habitude, on va réussir à s'en sortir et à prouver que c'est une bonne chose, finalement, pour tout le monde? Ou est-ce que tu penses que cette fois, il y a vraiment le vent du boulet qui va nous passer dessus et qui va créer une problématique de revenus pour toute la chaîne de distribution? Bonjour à tous. D'abord, avant de répondre à ta question et effectivement essayer d'éclaircir ce sujet de ce qu'on intitule à la Commission européenne Value for Money. Donc, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être redit quand même sur le Fonds euro 2022. Je rappelle que c'est un calcul très simple. Le livret A a été de 1% jusqu'à fin juillet, de 2% depuis le début août. Donc, en fait, à 2% servi, le fonds euro est au-dessus du rendement du livret A de l'année 2022. Alors, ce que tu as dit est vrai, c'est que dans quelques jours, le livret A passera non pas à 3,30 comme le calcul le prévoyait, mais à 3. Donc, ce qui veut dire que là, on va avoir 2 mois à 2 et on va dire 10 mois à 3. Donc là, il y a un vrai mécanisme technique qui va faire que pour la première fois, effectivement, depuis de nombreuses années, le livret A, le rendement du livret A, qui, je rappelle, est bon, alors certes plafonné à 22 950 €, mais net d'impôts, etc., va être supérieur à ce qui pourrait être servi. L'autre point qui n'a pas été évoqué, parce que moi je ne suis pas assureur, donc je me permets de le dire, mais tout le monde le sait, c'est qu'on a toujours évoqué le fait que c'était le sujet est à la mode, surtout aujourd'hui. C'était les anciens qui, effectivement, il y avait un phénomène de mutualisation. C'est-à-dire que les fameuses réserves dont tu as parlé et le paiement des réserves étaient en fait une spoliation du rendement normal, j'allais dire. 15% maximum. Oui, d'accord. Enfin, malgré tout, 15%, ça fait beaucoup d'argent. Et effectivement, ça a permis de stocker. Je crois qu'il est important de comprendre que, et là, je parle en tant qu'asset manager, en tant que gérant d'actifs, c'est qu'effectivement, la hausse des taux, violente, comme l'a dit Olivier, mais malgré tout, le fait qu'elle soit violente est peut-être une bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle en termes techniques le rolling de position, c'est-à-dire le repositionnement systématique, soit de nouvel argent, enfin d'argent frais ou de new money, comme on dit dans notre jargon, soit effectivement de fin d'échéance qui renouvelle à des taux élevés. L'emprunt d'État aujourd'hui est aux alentours de 3%, enfin sur le 10 ans, un peu plus de 3%, et c'est ça qui va permettre le sujet. Pour revenir à ta question et à la deuxième partie de mon propos, je pense que le gros problème que nous avons aujourd'hui, le rapport qui a été fait par 2 sénateurs, M. de Montgolfier et M. Huzon, il y a quelques mois, a pour effet de dire que malheureusement, et ça c'est un sujet, on y reviendra avant qu'on se quitte, j'espère, de cette table ronde, certains pensent que les performances livrées aux clients sont déconnectés du rendement ou des performances ou des frais que nous encaissons. C'est-à-dire que les gens qui travaillent pour la clientèle gagnent presque plus que les clients eux-mêmes. C'est ça la base du raisonnement. Est-il bon, est-il mauvais? On peut en discuter. Je pense Certaines années, c'est peut-être vrai, mais sur la durée, j'en doute un peu. Moi, je pense, et c'est mon propos dans le cadre d'une mission qui m'est confiée à l'AFG, y compris avec la Banque de France, avec un certain nombre d'acteurs, y compris certaines associations de CGP, dans ce qu'on appelle EducFi, qui est donc le principe de l'éducation financière, c'est que le titre de notre table ronde, c'est « L'offre assurantielle doit continuer à s'adapter aux exigences de marché ». Moi, je réintitulerai ce titre, mais je n'ai pas demandé à qui que ce soit de le changer, mais c'est qu'on a dit, par exemple, que l'assurance vie, c'était le fonds de pension à la française. Le problème de la France, le problème de l'Europe, contrairement au marché américain et aux fonds de pension américains, si on parle que d'eux, c'est qu'on a une habitude en France de faire du coupon, de la distribution. Et on n'a pas l'habitude de faire de la capitalisation. Et ça, je crois que c'est un point important qu'il faut qu'on évoque par rapport à ta question, c'est que et c'est un des arguments qu'on donne d'ailleurs à la Commission européenne d'un côté, à la CPR de l'autre et au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est regarder les choses sur la durée. La bonne nouvelle, pour aller dans le sens positif qui est naturel, structurel, c'est que
si on ne fait pas de conseil, si on ne fait pas de couverture de risque d'escroquerie, les clients vont se faire spolier. Pourquoi ? Et c'est pas moi qui parle, c'est l'AMF qui parle. J'avais un déjeuner à midi avec l'AMF en particulier. J'en ai parlé avec eux depuis de nombreuses semaines. Je vais d'ailleurs peut-être faire des événements dans lesquels j'inviterai peut-être un certain nombre d'acteurs, Actualis en tête, mais ou d'autres. C'est que vous avez des gens qui, comme ils ne sont pas filtrés par des gens qui savent, finissent par faire tout et n'importe quoi. Pourquoi ils font tout et n'importe quoi ? Un jour, c'est à cause de ce qu'on appelle dans le monde moderne, c'est pas ma génération, mais les influenceurs, dont vous avez entendu parler. Alors, Nabila a déjà été sanctionnée par l'AMF il y a quelque temps, mais enfin, il y a des influenceurs qui influencent mal, ou du moins qui influencent sans savoir. Il y a le problème des arnaques, il y a le problème des abus d'identité, il y a le problème des rendements qui sont proposés, qui sont intenables, etc., etc. Alors, les dernières sanctions, je ne vais pas parler d'un dossier qui fait la une de la presse en ce moment, mais les dernières sanctions du régulateur montrent que de faire croire qu'on peut durablement faire tout et n'importe quoi et en tout état de cause offrir des rendements exceptionnels, c'est dangereux. À l'inverse, et c'est ça la question que tu me poses, est-ce que, comme c'est déjà le cas dans MIF, et dans DDA, je vous prends un exemple, je le dis souvent, et je crois que Olivier ou Henri m'ont déjà entendu utiliser cette formulation, ça a été dit à la table précédente, d'utiliser des clean shares. Alors je sais qu'en France, on ne sait pas parler anglais, alors c'est pas très grave, mais clean, ça veut dire propre, donc ça veut dire que les autres sont dirty, c'est-à-dire sales. D'avoir laissé des gens faire croire que certains produits étaient propres alors que les autres étaient sales, c'est une énorme erreur marketing, je dirais pas plus. Alors même que les sociétés de gestion, en plus, augmentaient leurs frais avec les clean shares. Oui, bon, ça, on peut en parler, sachant que, comme vous le savez, et là, je ne donne pas un scoop, dans beaucoup de gammes produits, vous avez 3 ou 4 tarifications différentes. Vous avez la tarification retail mass market classique, très chargée, jusqu'au super FIA. Oui, le R, le P, le I, etc. Voilà, exactement. Moi, je crois que le dossier n'est pas clos. Je crois que ce qui se passe en Angleterre, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais depuis maintenant à peu près 4-5 mois... C'est un contre-exemple pour moi. Ben non, justement, oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir été les initiateurs de cette fin de commissionnement, ils ont exclu une grande partie de la population anglaise qui... Aujourd'hui, redemande, et le législateur, et entre autres le Premier ministre anglais revient là-dessus, en disant, mais en fait, on a fait une énorme bêtise, pour pas dire plus, parce qu'on a laissé les gens sans conseil faire tout et n'importe quoi tout seul. Donc moi, je reste persuadé, et je le dis, et je fais des émissions ou des commentaires là-dessus régulièrement, l'argument qui est celui de l'asset management et de la gestion et de l'AFG, c'est nous avons besoin de distributeurs qui sont des filtres, et le filtre étant un mot positif pour moi, pour éviter des bêtises, et qui sont surtout ceux qui ont, sur la durée, sur la longue période, la confiance des clients investisseurs. Donc moi, je pense qu'il est important de partir sur ce principe-là, et j'espère, et la bonne nouvelle ces dernières semaines, bon, alors tout ce que je dis est encore malheureusement à vérifier, mais c'est que les Allemands, les Italiens commencent à redevenir presque positif sur ce sujet-là. Nous avions fait collectivement avec l'ensemble des associations de CGP un document avec KPMG, donc signé KPMG, qui était allemand, italien, espagnol, français, même un peu Portugal, mais peu importe. Alors les Irlandais, eux, ils veulent pas en entendre parler, mais bon, c'est une autre approche. Mais je pense que il faut, et nous devrons, et j'en reviens à mon value for money, il faut identifier la création de valeur, et la création de valeur, elle est à mon avis à 3 niveaux. Celle des produits, quels qu'ils soient. Olivier parlait des produits structurés de la table ronde précédente, mais il y a plein de produits, les cryptoactifs, tout ce que vous voulez. Moi, je veux bien tout accepter. Encore faut-il les vérifier ou les valider. Après ça, vous avez les solutions d'épargne, sous-entendu ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, ou la façon de répartir. On y viendra peut-être dans la deuxième partie. Et puis enfin, la partie confiance commercialisation. Et je pense, et j'espère, et je le souhaite, et nous le souhaitons tous, que le client comprenne, et même la nouvelle présidente de l'AMF, Madame Barbara Alani, a annoncé dans son discours de vœux de la semaine dernière, auquel j'assistais, ça a été repris dans la presse, elle a dit « Le conseil et les frais doivent être revus, mais il n'y a rien de gratuit dans le monde moderne ».
Ok, Et merci Eric. Attends, je vais t'arrêter parce que il faut que tout le monde puisse parler. Et je vois Henri qui commence à s'endormir là-bas. Je vais laisser Henri parler. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, et c'est la bonne nouvelle peut-être pour nous tous, c'est que la présidente est effectivement une dame qui vient de la banque, puisque c'était la secrétaire générale, déléguée générale de la Fédération française des banques, et qui en l'occurrence, je l'ai dit moi, et je corrige mon propos, elle ne va pas privilégier les réseaux intégrés, elle va continuer à faire prendre conscience que votre métier, que votre action et que l'action collective va protéger l'épargnant. Bravo, merci Eric. Mon cher Henri, tu es un homme prudent, très prudent. Tu aimes bien le fonds euro. Hein. Alors, quelle est ta vision de l'évolution des fonds euros et est-ce que tu es totalement serein sur son évolution ? Merci pour la question. Ce qu'il faut voir quand même, historiquement, là on parle du fonds euro et on parle de l'évolution de l'offre assurantielle. Je vais un peu m'élargir par rapport à ta question, si tu en es d'accord. Et réponds-y quand même, s'il te plaît. Oui, j'y répondrai. L'évolution de l'offre assurantielle. Il est clair que l'assurance vie, pour l'investisseur, il y a plus de 20 ans, et après les années après, c'est que l'assurance vie, c'était le fonds euro. Oui. C'était la particularité d'avoir de la performance et de la garantie du capital. Et on a habitué les investisseurs de se diriger vers les fonds euros. Alors là où on intervient, nous, le monde des CGP, c'est qu'il y a 20 ou 25 ans, rappelle-toi, au moins tu étais là, il y avait très peu d'unités de compte. Et les unités de compte, historiquement, étaient des OPC, des SICAV à l'époque, qui étaient des SICAV de maison. Et on pouvait en y accéder avec 3-4. C'est dans les années 90 que s'est faite la révolution, et notamment tu as y participé avec un de nos amis, à l'évolution de l'offre assurantielle sur les mutuelles support. Ce qui a été le déclenchement, et qui fait qu'aujourd'hui le métier de CGP est représentatif, et qu'on a la chance d'avoir des gens qui viennent nous voir aujourd'hui, parce que le monde des CGP a été transformé par l'évolution de l'offre assurantielle. L'accès aux unités de compte. C'est un bon point, tu as raison. Et c'est comme ça que le métier s'est consolidé, agrandi et grandira. Alors après, là, aujourd'hui, sur la question qui a été posée... Arrivons à aujourd'hui et à demain. Alors demain, c'est la question du point d'interrogation auquel tu signalais à juste titre sur la notion de rémunération qui fait la valeur ajoutée, la valeur économique d'un cabinet sur la notion de rétrocession. Alors, pour ce qui concerne du fonds euro, je vais te répondre. J'ai du fonds en euros, mais je suis plutôt un homme prudent, mais qui essaye, dans la mesure du possible, d'avoir moins de fonds euros dans mes allocations d'actifs. Pour quelle raison ? Parce que je considère que, et là, je suis payé aussi, pour trouver des solutions les plus optimales, quel que soit le contexte économique, pour mes clients. Si je peux essayer de faire mieux dans la mesure du possible, j'essaye de le faire. Et tu y arrives ? J'essaye, dans la mesure du possible, de le faire. Et quand je ne peux pas, je renforce plus mes fonds euros pour une période qui est plus compliquée. Quant à l'évolution des fonds euros, bien entendu, compte tenu du contexte économique, on reverra certainement des taux plus élevés qu'ils l'ont été ces derniers temps. Alors, le sujet qu'on s'est posé, quand on a travaillé sur la thématique, c'est comment voyons-nous l'offre assurantielle ? Alors, l'offre assurantielle, le premier débat, ça a été d'introduire des OPC, et notamment d'introduire différentes sociétés qui, au demeurant, ont bénéficié ici aussi de leur développement économique et financier par l'introduction de leurs fonds dans leur gamme de fonds des contrats multisupports, et qui leur a donné la capacité, la possibilité d'accéder à un monde différent qui était le monde des CGP, et nous d'entrevoir aussi des expertises financières différentes de ce qu'on pouvait rencontrer. Et là, le marché des CGP est parti. Quel sera le monde des CGP demain dans un environnement à la fois en termes d'offres et à la fois en termes de rémunération ? Ce qu'on maîtrise, c'est l'offre. Pourquoi ? Parce que nous avons des acteurs à nos côtés, des acteurs que je qualifierais assureurs, qui sont à côté de nous
et qui ont le même modèle économique en venant démarcher le monde des CGP pour leur apporter une offre à leur CGP différente, différenciante, des solutions les plus optimales. Et qui va bien aussi aux assureurs d'avoir une gamme plus étoffée à côté de leurs fonds en euros. Et des problématiques, alors une année, on diminue la demande en fonds en euros, une autre année, on va en redemander. En tout état de cause, ce qu'il faut savoir, est-ce que les assureurs de demain vont peut-être aller trop loin, peut-être aussi dans leur démarche? C'est la question à se poser. Parce que on a du fonds en euros, on a des SICAV, alors OPC plutôt, actions obligataires, on a des SCI, on a des SCPI, on a du no-côté, on a des fonds structurés, on a du clean share pour certains, et des ETF, Des titres et vifs. des titres vifs pour finir. Alors, Comment voyez-vous l'offre évoluer demain quand on a déjà tout ça à notre disposition? Alors, est-ce que je peux t'arrêter là et redonner la parole à Olivier, parce que c'est l'assureur. Olivier, vous avez donc une foultitude de produits à la disposition des CGP qui eux-mêmes le mettent à la disposition de leurs clients. Je voudrais faire une petite rétrospective. Qu'est-ce qui finalement marche bien dans tous ces développements produits qui ont été intégrés dans l'assurance vie? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en termes de collecte chez AGEAS peut-être ou chez d'autres? Non, mais Et est soumis à mes règles. est-ce que finalement on est très satisfait? Est-ce qu'il y a eu un engouement réel? Et quel est le plus probant? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est le private equity? Est-ce que c'est le produit structuré? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je voudrais d'abord faire une petite remarque sur le sujet précédent, donc l'évolution des rétrocessions sur en cours des sous-jacents au PCVM. Je ne sais pas ce qui va se passer. Effectivement, on espère que ce business model va se maintenir. Mais Régis, si tu me permets, tu as dit juste un truc, c'est que les assureurs en ont besoin. Alors, pas forcément tous les assureurs. C'est-à-dire que certains assureurs gardent des préciputes sur les rétrocessions. Bon, il se trouve, je suis tout seul, donc je vais faire un peu de pub. AGEAS ne garde pas de préciput. On rétrocède l'intégralité de 100%? Oui, 100%. Des rétros au PCVM? Oui, des rétros au PCVM, au motif que... alors, je ne sais pas combien de temps, peut-être, on gardera ce business model, mais aujourd'hui, on a un business model qui fonctionne dès lors qu'on se rémunère sur les frais de gestion du contrat d'assurance vie, donc d'exercer notre métier d'assureur. On n'a pas un business model qui vise à avoir de la profitabilité sur les budgets de nos partenaires asset managers. Okay. Donc c'est un point important à rappeler. La question ta question sur l'offre, et elle est liée à ce qu'a dit notre président Henri. C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de l'assureur, en tout cas vis-à-vis de vous, en tant que plateforme, il n'a pas changé finalement depuis 1993, quand on avait créé Axatema, avec notre compère voisin aujourd'hui. C'était de mettre à disposition une enveloppe avec les caractéristiques juridiques et fiscales de l'assurance vie, du contrat de CAPI, aujourd'hui du PER, retraite individuelle, avec les caractéristiques spécifiques de l'enveloppe qui est liée effectivement à l'assureur, le service qui va autour, l'Internet, extranet, le digital, etc. Ce n'est pas le sujet. Et notre enjeu en tant qu'assureur partenaire de l'exercice de votre métier, c'est de vous donner accès à ce dont vous avez besoin à l'intérieur de l'enveloppe. Et notre rôle consiste, alors, si c'est un peu de manière, j'allais dire, ambitieuse, prétentieuse, je ne sais pas, on ne l'est pas, mais d'anticiper vos demandes, en vérité, ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, ça fait 33 ans maintenant que je suis sur votre marché. À quelques exceptions près, l'animation et l'innovation est toujours venue de vous. Et toujours venu de vous. Et notre rôle, c'est d'être prêt et réactif face à votre sollicitation quand vous nous dites, parce qu'un de vos métiers, un de vos talents, c'est d'être justement découvreur de talents. Alors, je vais citer personne, mais il y a eu des belles success stories dans ce métier. Ces success stories, pardonnez-moi, ne sont jamais venues de l'institution, mais elle est toujours venue au sens large du terrain. Allez, si je vais citer un nom, mais pendant des années, Carmignac était refusé chez Generali.
au motif que, je ne sais pas quoi, vous voyez l'évolution que ça a donné. Pourquoi j'insiste? Parce que vraiment, un des rôles de l'assureur, et c'est une façon de répondre aussi quand même à l'intitulé de cette table, non pas ronde mais transversale, c'est d'être en mesure et en capacité de référencer le support dont vous avez besoin. Et ensuite, c'est notre écosystème qui va s'adapter en fonction justement de l'environnement inflationniste, hausse des taux, etc., etc. La table précédente, j'ai fait allusion une deuxième fois sur les produits structurés. Ça fait partie de la classe d'actifs pour laquelle ou sur laquelle les assureurs que nous sommes très, très sollicités. Après, ce qui marque la différence, c'est notre capacité à référencer le produit dédié à partir de, officiellement, 500 000 euros. On l'accepte à partir de 200 000. D'autres ont des curseurs plus élevés. Et c'est là où on peut faire justement la différence. C'est comme ça qu'on se positionne. Et pour répondre vraiment à ta question, le plébiscite sur 2022 reste l'immobilier. D'accord. Le président l'a dit en aparté, mais effectivement, c'est l'immobilier. Avec la remontée des taux et les capacités d'emprunt qui vont être plus difficiles, ça peut changer, ça. Non, mais voilà, ça peut changer. Et l'énergie aussi. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, expérience d'un vieux schnock que je suis, l'immobilier reste une excellente classe d'actifs. Là où cela me fait peur, c'est quand il y a des dérives où on met tout sur l'immobilier. Comme certains ont mis tout sur H2O, comme certains ont mis tout sur... voilà, une des leçons, c'est toujours la même histoire, c'est d'avoir une allocation d'actifs très équilibrée, prudente, bien répartie. Mais bon voilà, donc l'immobilier, c'est le numéro 1. En numéro 2, les structurés deviennent, et pour de bonnes raisons, l'autre classe d'actifs plébiscitée. Le fonds en euros, qui reste toujours autour des 30% à peu près, 30, 40, après ça dépend du niveau d'investissement. Donc il n'y aura pas un produit miracle qui va sortir en 2023 pour faire face à toutes les problématiques que nous connaissons. Non. Ou alors c'est à nous de l'inventer, si j'ai bien compris. Oui, mais les produits miracles, moi je n'en ai jamais rencontré. Durablement, mais bien sûr, durablement. Alors justement, je vais avoir une question. Il y a un très bon reportage en ce moment sur Netflix sur Madoff, par exemple. Oui. Voilà, je vous engage à le regarder parce que franchement, je trouve que c'est très bien fait. Mais voilà, mais Madoff est tombé aussi au bout de... Alors justement, on va commencer par Henri, qui est CGP. Henri, aujourd'hui... Il n'y a pas de lien avec Madoff. Aujourd'hui, si tu dois privilégier un produit au sein d'un contrat d'assurance vie pour un client, lequel est-il? C'est-à-dire que ton client vient te voir, il te dit « j'ai un profil prudent, le fonds euro va rapporter moins que l'inflation, moi j'aimerais bien avoir... Qu'est-ce que tu lui proposes? Qu'est-ce que tu fais, Henri? La question est très compliquée parce que... déjà, ça voudrait dire... Je suis là pour te dire oui de ce que tu vas me demander. Ça voudrait dire que j'ai la solution pour mon client. Je n'ai pas la solution. Non, mais tu as compris ma question. Non, mais quel est le produit? Évidemment, il faut s'adapter au profil client, etc. Il n'y a pas de, j'allais dire, de solution miracle, comme le disait tout à l'heure. Non, mais tu privilégierais plutôt quoi pour 2023? Qu'est-ce que je privilégie? Les fonds structurés, l'immobilier, le private equity. Toi, ton sentiment personnel. Bon, alors s'il fallait regarder l'environnement donc macroéconomique du moment, je serais très timide par rapport à ce que j'ai entendu encore ce matin. En revanche, sur des durations un peu plus longues, par exemple le private equity que j'ai écouté avec grande attention, j'y porterai un intérêt sur du long terme, mais une petite poche, etc. Sur la partie obligataire aujourd'hui, je reviendrai plus rapidement, compte tenu des déceptions qu'on a eues l'année dernière, en prenant des obligations, alors datées ou pas, mais surtout des durations à maturité courte. Parce que je suis un peu étonné, personne de vous n'a parlé des fonds obligataires buy and hold, des fonds datés. Tous les sociétés de gestion en ont créé un parce qu'ils pensent que justement ça peut être le produit, pas miracle, mais un substitut au fonds euro avec un rapport rendement-risque tout à fait satisfaisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite remarque sur les fonds datés. Ils sont arrivés plutôt en fin d'année 2022. Oui. Ils ont démarré. Ah oui, donc, pour 2023, oui. Donc, voilà, 2023, effectivement, ces fonds datés sont rentrés dans le paysage du plébiscite de vos souscriptions et donc de votre métier. Ça, c'est vrai. Mais pas... Non, mais voilà, c'est-à-dire que... Mais voilà, avec
Avec ce qui est dit dans la salle, avec un problème, c'est que les fonds datés, comme leur nom l'indique, ils sont figés avec un rendement. Et quand on est en période de hausse de taux, eh bien malheureusement, même si on est sur des datations courtes, c'est ce qu'Henri commençait à dire et ce qu'Olivier répète, de toute façon, le client sera un peu déçu parce que le taux qui va lui être livré sera de toute façon un taux inférieur à ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il pourrait faire à la séquence d'après. Donc voilà. C'est intéressant. Mais je pense pour revenir à la question générale et pour aider mon ami Henri, c'est que et justifier la rémunération qu'il prend auprès de ses clients, c'est que la bonne réponse à faire à un client, il l'a dit, hein, et je rebondis sur sa remarque sur le private equity ou sur le non coté. On est dans une situation où le secret de la bonne allocation va être, contrairement à ce qu'on a connu, alors pour les uns depuis 30 ans, pour les autres, Henri et moi, on a le même âge depuis plus de 40 ans, c'est une allocation diversifiée. Et je pense qu'on a habitué les gens à faire du fonds en euros à 100% au début, ça a été évoqué. On les a habitués à faire des fonds obligataires en UC. Moi, je prends toujours cet exemple à la fin des années, milieu des années 80, on va dire ça, même si j'ai commencé à la fin des années 70. Les gens me disaient « Ah, mais monsieur Pinon, vous inquiétez pas, je suis en SICAV, tout va bien. » Et alors, je leur disais « En SICAV de quoi ?» Et aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais c'est pas grave, j'ai fait des UC. » Ils ont toujours pas compris qu'il pouvait y avoir l'UC qui leur pétait à la gueule sur des produits émergents, qu'il y avait l'UC monétaire, qu'il y avait l'UC ceci, l'UC cela. Donc, rassurez-vous, rien ne change, ça c'est la bonne nouvelle. Mais pour le reste, une UC ne veut pas dire une type de gestion. Et je pense que la raison importante de votre métier, de notre métier et de notre travail collectif, c'est d'expliquer aux gens à quoi on leur propose d'investir. Nicolas l'a dit sur les produits structurés à la table d'avant, c'est qu'il faut montrer que l'UCA n'a pas le même objectif de gestion que l'UCB, mais par contre que le cumul de ABCD va faire qu'une allocation conseillée comme celle que Henri peut avoir à faire à ses clients sera la meilleure pour l'année à venir. Merci Eric, c'était le mot de la fin. On en reste sur la bonne vieille méthode, une allocation diversifiée. Merci beaucoup messieurs.